J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à cette crise historique qui frappe les commerces de textiles en France. L'année 2023 a été marquée par un nombre record de fermetures de boutiques et puis aussi des marques comme Gap, Camaïeu, Pimki ou Koukaï qui se sont retrouvées devant le tribunal de commerce. Mathias Arez. Année après année, la mode ne fait que se replier sur elle-même. En volume, mais aussi en valeur, le marché accuse plusieurs revers, avec à la clé des liquidations judiciaires en chaîne. Camaïeu, Minelli, Pimki ou encore San Marina. Depuis 2010, plus de 45 900 emplois ont été supprimés dans le secteur. Coup sur coup, ce secteur s'est pris des claques conjoncturelles, si j'ose dire. Alors, pour prendre les plus récentes, en tout cas, on a évidemment eu la crise Covid où les magasins étaient fermés. Et beaucoup d'enseignes n'étaient pas encore prêtes pour assurer le relais avec la vente en ligne. Et puis plus récemment encore, cette tension sur le pouvoir d'achat des ménages liée au retour de l'inflation et qui a fait que l'habillement a été, plus fortement encore qu'avant, une variable d'ajustement et beaucoup de consommateurs se sont détournés de ces produits-là pour aller vers des produits, d'autres postes budgétaires prioritaires dans un contexte de pouvoir d'achat en berne. Une conjoncture défavorable, associée à des problèmes structurels. Les acteurs du secteur ont pour certains manqué le virage de la vente en ligne, qui représente aujourd'hui 20% des parts de marché. Dernière menace en date, l'ultra fast fashion. Ces vêtements, souvent venus d'Asie, de mauvaise qualité, mais à des prix défiant toute concurrence. Ils ont habitué les gens à consommer de manière d'avoir accès à des vêtements très peu chers et à penser que du coup les prix devaient être très bas. Je pense qu'ils ont tellement habitué les gens à avoir des prix très très bas que c'est compliqué après de se dire que c'est pas possible d'avoir des prix si bas. Un phénomène qui a pris énormément d'ampleur ces derniers mois, au point de pousser les professionnels de l'habillement à tirer la sonnette d'alarme. Donc il faut vraiment que les consommateurs français réalisent que de s'acheter quelque chose à un vil prix, de ville qualité, juste pour un soir, ça n'est pas le bon choix. Ça n'est pas le bon choix pour briller en soirée. Non, vraiment porter une robe réalisée peut-être par des enfants à l'autre bout du monde, je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite à personne d'être le porte-étendard de ce type de mode que nous condamnons. Et puis, bien sûr, c'est de la mode gaspille, c'est du vêtement qui disparaît. Prochaine mutation qui pourrait également faire tanguer l'habillement, la prise de conscience écologique des Français face à un secteur qui pourrait représenter 26% des émissions globales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Comment sauver les commerces de textiles? Ce secteur a-t-il été lâché par les pouvoirs publics? On en débat avec Yann Rivoalan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Gildas Mainviel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Olivier Dauvert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de la consommation et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Je commence par le constat de cette crise avec quelques chiffres supplémentaires. En 10 ans, 37 000 postes ont disparu dans l'habillement et la chaussure. Première donnée, première statistique. Et puis l'an dernier, plus de 1130 distributeurs de mode ont été placés sous la protection d'une procédure collective. C'est plus 51,3% en un an. On reste sur ce constat pour démarrer. Yann Rivoalan, de quel commerce d'habillement parle-t-on? Plutôt le milieu de gamme, moyen de gamme, c'est ça? C'est en effet plutôt le milieu de gamme. On peut le voir dans toutes ces sociétés qui malheureusement disparu, sur ces 37 000 emplois. Il y a par exemple des sociétés comme Camaïeu qui ont beaucoup souffert et ça continue, puisqu'on le voit, c'est aussi des sociétés étrangères, Esprit, Superdry, qui sont désormais atteints. Ouais. Donc c'est au-delà des entreprises françaises, ce sont aussi des entreprises internationales, toujours sur le même segment. Toujours ce milieu de gamme. Toujours sur ce segment. Qu'est-ce qu'elles ont loupé, entre guillemets, ces entreprises du milieu de gamme? En fait, c'est le monde qui a changé entre le temps. Oui. Et elles se sont transformées, elles aussi. Mais il y a des facteurs de consommation qui ont évolué, comme par exemple un attrait pour le luxe qui est beaucoup plus important, un attrait pour la fast fashion, l'ultra fast fashion, et on a pu parler dans le reportage de Chine, qui est aussi apparu. On y reviendra plus en détail aussi. Tout à fait, et je reprends ces sociétés, et quand une société paye normalement ses vendeurs, paye normalement ses produits et paye ses impôts, elle ne peut pas affronter des sociétés qui, elles, exploitent des personnes, qui détruisent l'environnement. Donc quand on est dans une concurrence illégale,
d'une concurrence déloyale, évidemment, derrière, ces sociétés souffrent. Ouais, et ça pose la question de l'action des pouvoirs publics, notamment contre ces sociétés, ces marques de l'ultra fast fashion. On y viendra un petit peu plus tard. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, Gildas Mainviel, est-ce que cette année 2023, on vient de voir quelques chiffres, c'est la pire, l'une des pires? Il y a eu de grandes crises du textile français dans notre histoire, malheureusement. Donc, où est-ce qu'elle se situe, cette année 2023? C'est une année en demi-teinte. Alors, c'est vrai que le choc très important qu'on a connu, c'est quand même la crise sanitaire. Et en 2020, il y a eu un recul du marché de 15%. Donc ça, c'était sans précédent, en effet. On parlait de la crise du milieu de gamme. Donc c'est vrai que beaucoup d'enseignes françaises et pas seulement ont connu des difficultés. Est-ce que cette crise du milieu de gamme n'est pas quelque chose qui révèle quelque chose de plus profond ? Ce qui a été dit précédemment est tout à fait juste. Les consommateurs changent leur mode de consommation. Et je pense que cette crise du milieu de gamme pourrait éventuellement concerner d'autres segments de marché. Ouais. Mathieu ? Pardon, mais il y a d'autres secteurs économiques qui ont été frappés par la crise sanitaire, avec des reculs d'activité parfois dans une proportion pareille. Pourquoi ? En particulier, on n'a pas réussi à se relever. Alors, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont connu des crises identiques dans le sens où on a fermé les boutiques. Les boutiques de mode ont été obligées de fermer leurs rideaux. C'est quand même totalement inhabituel. Même s'il y a eu le relais d'Internet, mais le relais d'Internet n'a pas été suffisant. Ouais. Il y a une force dans la mode où on achète tous les jours des vêtements. Tous les jours, on s'habille. Donc, il y a deux marchés comme l'alimentaire ou le vêtement qui sont impactés parce que c'est des habits du quotidien. Donc de ce fait, on est dans ces sociétés qui sont très agiles, avec des consommateurs aussi qui font des achats très agiles. Résultat, la seconde main est très forte dans le vêtement parce que justement on est précurseur, et c'était la même chose dans l'e-commerce. Il y a plus de 15 ans, en 2007-2008, quasiment aucune marque ne vendait en ligne, et déjà les marques de mode s'étaient déjà lancées. Et on voit systématiquement, dans la beauté, il y a 3, 4, 5 ans de recul par rapport à la mode. Et ça sera la même chose, c'est-à-dire ce qu'on vend dans les vêtements, ce qu'on voit dans le vêtement maintenant. Vous nous dites que la crise qui frappe le vêtement aujourd'hui va peut-être frapper la beauté. C'est dans 2 ans dans la déco, et c'est dans 5 ans dans la beauté. Votre avis, Olivier Dauvert, sur notre rapport au vêtement, c'est peut-être ça qui est intéressant, qui a changé, qui est en train de changer, et notamment, on y revient, la crise sanitaire, on a tous un peu fait les mêmes choses. On a découvert nos placards et on a voulu faire le tri, quoi. Le vêtement est ni plus ni moins qu'un secteur commercial comme un autre, soumis à 3 facteurs qui frappent partout. D'abord, la conso qui ralentit, qui ne progresse plus de manière aussi automatique, voire même qui baisse, dans le cas du textile. Deuxièmement, une partie de la conso qui bascule du offline, les magasins, vers le online. Et dans le textile, c'est quand même pas neutre. Et troisièmement, une surcapacité commerciale. C'est-à-dire on a des magasins partout. Je ne parle pas que de magasins de mode, je parle en général. Et maintenant, quand vous avez en tête ces 3 facteurs qui frappent le commerce en général, que vous appliquez le marché du textile dessus, la consommation, non seulement elle ne progresse plus, mais elle régresse. Donc le gâteau sera petit ici. Deuxièmement, la bascule entre le magasin physique et le online y est plutôt plus fort que la moyenne. Troisièmement, s'il y a bien un secteur où on est en surcapacité, c'est la mode. N'importe qui va dans un centre commercial aujourd'hui est frappé du nombre de boutiques, de marques de mode qu'il y a. Et donc c'est normal que ce secteur-là soit plus frappé par l'espèce de respiration que l'on vit, avec les faibles qui disparaissent. Et on a vu que le début, ça veut dire qu'il y a 1 an, 2 ans, quand il y avait une enseigne de mode qui déposait le bilan, c'était un événement. Désormais, c'est presque une banalité. Et il va falloir s'y habituer, parce qu'on n'est qu'au début d'une histoire, on rationalise. En partie répondu à la question, en citant d'autres marques, des marques françaises, mais c'est une crise européenne, une crise mondiale, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une crise occidentale. On voit la même chose aux États-Unis, on voit la même chose en Angleterre. Il y a des pays qui sont plus ou moins épargnés, comme l'Espagne par exemple et l'Italie, en effet parce que là aussi les ventes sur Internet sont plus faibles. Et je reviens sur les questions précédentes aussi et sur la concurrence qui peut exister. Est-ce qu'on peut avoir un Chine dans l'alimentaire ? Non. Parce que on ne peut donc pas... Chine, je le rappelle, mais on va en reparler un peu plus tard, parce qu'il y a cette proposition de loi pour montrer l'essor de Chine. Donc il y en a d'autres, mais c'est un peu la marque chinoise, d'ailleurs chino-singapourienne, emblématique de cette mode. Moi, je dis mode jetable, on peut dire, on peut employer d'autres termes. C'est très bien mode jetable. Bon, je l'imaginais que ça vous dirait bien. Oui, tout à fait. C'est un peu son obsession quand même, mais à juste titre. Non, mais on peut l'appeler mode éphémère, etc., comme l'a appelé la loi d'ailleurs, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et je reprends dans cette capacité à pouvoir fabriquer un t-shirt n'importe où dans le monde et l'expédier n'importe où dans le monde. Bien, sur
presque aucun autre produit, on peut le faire avec cette simplicité. Donc ça explique pourquoi la crise a été si rude pour le marché du textile. Exactement. Je reprends la main parce que je voudrais rajouter un élément, on a commencé à l'évoquer, mais c'est évidemment la question du pouvoir d'achat et de l'inflation, avec, regardez, cette enquête du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui nous dit que 42% des Français se disent obligés de restreindre leurs dépenses d'habillement. Gildas Mainviel, là aussi on essaye de comprendre pourquoi ce secteur est peut-être plus touché que d'autres. C'est celui sur lequel on arbitre le plus facilement aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer depuis 2 ans. Les arbitrages de consommation, c'est très important. Donc ce qu'on peut voir, et quand on regarde les tendances historiques, c'est très intéressant, c'est que on a un déclin du poste consacré à l'habillement, aux dépenses d'habillement, donc ce qu'on appelle le coefficient budgétaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en période de crise, effectivement, on a un arbitrage de consommation défavorable et la mode sert clairement de variable d'ajustement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même en période de croissance, ce coefficient budgétaire diminue aussi, c'est-à-dire qu'on va consommer peut-être davantage de vêtements, mais moins que la moyenne des autres produits, si vous voulez. Donc on a évidemment dans nos pays, on parlait d'Occident tout à l'heure, des stocks très importants. Il y a peu d'études sur ces stocks-là, mais c'est aussi à l'aune de cette analyse qu'il faut examiner le succès de Vinted et de la seconde main. Ouais. On a tous des stocks de vêtements en abondance. Qu'on a notamment découvert lors du Covid. Ce que produit l'inflation, c'est de l'essentialisation dans la consommation. C'est-à-dire que comme on ne peut pas tout... Qu'est-ce qui est important, quoi ? Non, qu'est-ce qui est indispensable ? Oui, vous avez cette raison. essentialisation, on l'a même vu dans les rayons d'un hypermarché. Les rayons d'épicerie ou de produits frais ont moins baissé en consommation en volume que le rayon d'hygiène beauté. Pourquoi ? Et au risque de choquer, se laver les dents, c'est pas vital. Manger, c'est vital. Et donc, dans la consommation de dentifrice, on peut soit s'en passer, soit en mettre un tout petit peu moins sur la brosse à dents. On peut baisser sa conso. Eh bien, dans le vêtement, on peut décider de faire une année de plus, une saison de plus avec son manteau. Et donc, en fait, c'est ça l'essentialisation. Ça ne va pas améliorer l'image de la France en matière d'hygiène. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre débat, l'image de la France. C'est une analyse par l'essentialisation qui est une réalité. C'est intéressant, Mathieu. Vous venez d'évoquer Vinted, je ne sais pas si on va l'aborder. Oui, on va en plus parler, tard. mais allez-y, c'est pas grave. Moi, je m'adapte. J'ai une fille de 18 ans, alors ça n'intéresse personne sauf moi, mais qui n'achète plus de vêtements en boutique par choix, je veux dire par idéologie. Est-ce que pour vous, on est sur une lubie de cet âge-là ou sur un basculement de consommation ? Je crois que c'est vraiment un changement de comportement de consommation. On peut analyser la crise du milieu de gamme avec énormément de facteurs. Vous parliez du pouvoir d'achat, c'est très important, mais finalement, on va résumer ça très simplement. Les consommateurs consomment autrement. Et la seconde main, ça fait partie de cette nouvelle consommation avec une consommation de crise. Finalement, Vinted, ce sont des petits prix, au même titre que Shein, Temu, etc. Ce n'est pas les mêmes valeurs qu'il y a derrière, mais c'est une consommation de crise. Je vous donne la parole tout de suite, Mathieu. Rassurez-vous, votre fille n'est pas la seule. Tenez, on vous propose un témoignage. Une jeune Parisienne, elle a une vingtaine d'années, elle a adopté, elle aussi, un mode de consommation et un mode de vie, dit-elle, beaucoup plus sobre. On l'écoute. Ça, c'est des vêtements que j'ai achetés en friperie, donc la plupart des pulls, mais j'ai aussi des jeans. J'ai eu un déclic sur la surconsommation et je me suis rendu compte aussi de tout ce qu'on achetait et qui n'était pas nécessaire. Typiquement, les vêtements, en fait, moi j'ai déjà énormément de vêtements qui me servent au quotidien et j'ai pas besoin de beaucoup plus. La démarche, c'est de moins consommer, en fait, de se détacher aussi de tous ces messages de la fast fashion qui nous poussent aussi à acheter toujours plus, toujours un modèle un peu différent, alors qu'en soi, on a déjà ce qu'il nous faut. Vous vouliez intervenir, Yann Réola. Ça pèse quoi, ce marché de la seconde main aujourd'hui ? Ça pèse, je vais parler en nombre de personnes, par exemple, les 6 millions de Français qui vont tous les jours sur Vinted. C'est la moitié de la population française qui va tous les mois sur Le Bon Coin. Donc la seconde main est devenue désormais une habitude d'achat et on peut catégoriser les personnes en deux. En deux cas, votre fille, par exemple, qui se dit « je dois considérer ma consommation différemment et je dois protéger la planète en consommant mieux ». Donc il y a un acte militant qui se met en place avec justement votre fille et c'est très nombreux les personnes qui veulent justement s'engager dans ce sens-là. Il y a un deuxième point qui est simplement le rapport à l'inflation et au coût. Et là, on le voit, il y a désormais ce qu'on peut appeler du showrooming, c'est-à-dire des personnes qui vont en boutique et qui regardent sur Vinted quel est le prix du produit qui a déjà été porté 1 ou 2 ou 3 fois. Et donc, on s'aperçoit que la dimension de prix qui est désormais connue, c'est-à-dire le prix, il est soit à 100%, soit à moins 30% quand je l'achète ou à moins 50% pendant les soldes, désormais, il n'y a plus de vrai prix fixe. Parce que le prix, désormais, évolue au jour le jour et on retrouve ces vieilles habitudes qu'on retrouvait dans plein de pays qui est « je dois négocier ».
les produits que je vais pouvoir acheter. Donc on a des prix fixes dans les boutiques et on en partout ailleurs, par exemple sur Vinted, on a désormais des prix variables. Mais quand on creuse un peu pour comprendre le comportement de votre fille, elle est ravie. Oui, est-ce que c'est générationnel, c'est ça ma question. Au-delà de votre fille, lorsqu'on creuse un peu, la seconde main, l'occasion en général et sur la mode aussi, c'est d'abord mu par une volonté d'économie et pas d'écologie. C'est lorsqu'on accepte de regarder les grandes masses, la nécessité fait loi. C'est combien d'utilisateurs français inscrits sur Vinted aujourd'hui? C'est plus de 20 millions, c'est ça? Oui, et puis sur le Bon Coin, c'est effectivement un Français sur deux qui y va. L'occasion en général fonctionne partout. Les grands distributeurs ouvrent des rayons d'occasion. Enfin, je veux dire, c'est un phénomène qui répond à une attente sociale pour du prix plus bas. Parce qu'encore une fois, on veut tous consommer, mais on ne peut pas tous consommer à la hauteur de notre vouloir de consommation. Donc l'occasion est une façon d'arbitrer à la baisse le prix au-delà de vouloir sauver le monde. Ça existe chez certains, mais quand on analyse ça dans le détail, on se rend bien compte que c'est quand même pas le centre de gravité, il n'est pas là. On va parler des marques d'ultra fast fashion dans un instant. Je propose à Quentin Calmet de se préparer, mais je boucle ce chapitre seconde main que Mathieu a avancé là dans le débat. Il était prévu beaucoup plus tard, Mathieu, mais c'est pas grave, c'est très intéressant et c'est une des causes finalement de la situation de cette crise du textile dont on parle. Gildas Maviel, est-ce que les grandes marques commencent à se réapproprier ce marché? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à créer leur propre site de seconde main ou leur corner de seconde main dans des magasins. Il y a une diffusion de ce type de business qui est quasiment générale aujourd'hui. Si vous voulez, ça me fait penser un peu au début d'Internet. Il y avait un peu des récalcitrants au début, des entreprises récalcitrantes qui ne souhaitaient pas passer ce cap-là. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose avec la seconde main. Aujourd'hui, tout le monde fait de la seconde main. Et lorsque les grands magasins du boulevard Haussmann se sont consacrés à ça, ça a été pour moi un symbole très fort. Il y a des rayons entiers consacrés, voire même un étage, je ne sais plus, à la soit on subit le phénomène, soit on feint de l'organiser, parce qu'en fait c'est ça la vie. Donc de toute façon, ce phénomène, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est là. Donc autant faire semblant de l'organiser. Avec une dernière question que je vous pose, Yann Rivoalan, sur un petit effet pervers quand même de la seconde main et de ces sites, parce que on se dit, puisque c'est de la seconde main, je peux en consommer beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est quand même dans une machine à produire qui continue, quoi. Alors tant qu'on est dans une économie circulaire, tout va bien. Parce que la consommation et la pollution qui va se faire avec la logistique est très faible. Oui, mais ça nous ramène aux marques dont on va parler, les marques d'ultra fast fashion. Si on achète un vêtement qu'on va porter 2 fois ou 3 fois, on se dit puis je vais pouvoir le revendre sur une plateforme type Vinted, donc j'ai ma bonne conscience écologique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, et c'est pour ça qu'il faut aussi interdire ces marques, pour permettre à toutes les autres marques qui respectent les normes et qui respectent aussi les employés de pouvoir se développer et de pouvoir permettre cette économie circulaire. Allez, interdire ces marques, on va voir si c'est possible. Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre. Bonsoir Quentin. Et puisqu'on est dans la rubrique vêtements de cette émission, bravo d'avoir choisi exactement les mêmes vêtements que moi. Je vous félicite. La prochaine fois, on s'appelle. C'est effectivement ce qu'il faut se dire avant une soirée importante. Qu'est-ce que tu mets ce soir? Bref, Quentin, on parle donc de cette fast fashion, ou alors, moi j'ai dit mode jetable, c'est un peu violent, mais bon, on parle de mode éphémère, c'est ça? Oui, ou également mode express. C'est ce qu'on a vu. C'est la façon pour le Parlement de traduire cette expression en bon français, l'expression fast fashion, effectivement. Et donc, l'Assemblée nationale a adopté un texte à l'unanimité des députés le 14 mars dernier. Un texte qui vient du groupe Horizon et qui était soutenu par le gouvernement. Une proposition de loi qui vise à fixer des limites à l'industrie textile face au développement de ces marques qui prolifèrent avec des vêtements portés en moyenne 7 à 8 fois avant d'être jetés. Que contient ce texte? Eh bien déjà, il permet de définir par un décret du gouvernement cette fast fashion, cette mode éphémère, avec des seuils à partir desquels une entreprise sera concernée en fonction du nombre de vêtements mis sur le marché dans l'année. On ne sait donc pas si des marques comme H&M ou Kiabi seront concernées, on verra le décret que prend le gouvernement, ou s'il s'arrêtera simplement à Chine ou à Temu. Qui sont donc 2 marques chinoises. Il y a un deuxième point dans le texte. Exactement, et vous le voyez juste ici. Deuxième point dans cette proposition de loi, l'information des consommateurs sur l'impact environnemental de ces vêtements et les possibilités de réemploi, de réparation des vêtements et accessoires. Et le texte qui met également en place des mesures beaucoup plus contraignantes. Voilà, qu'un système de bonus-malus, Thomas. Les entreprises
entreprises les moins vertueuses reverseront aux plus vertueuses les pénalités qui leur seront appliquées. En clair, les vêtements ultra jetables vont être davantage taxés. Alors pour le lobby de cette industrie, c'est une atteinte au pouvoir d'achat des plus modestes. Pour les soutiens au texte, c'est une manière de soutenir la mode durable ou l'achat de vêtements de qualité. Autre mesure phare, le texte interdit toute forme de publicité aux marques produisant et vendant ces vêtements. Une mesure intéressante quand on sait que certaines de ces marques comme Shein, dont on parle régulièrement depuis le début de votre débat, elles ne possèdent pas de boutique physique. Sans publicité, elles pourraient donc perdre un fort levier de vente. D'ailleurs, le texte y inclut les influenceurs. Oui, alors il y a quand même un angle mort de ce texte, ce sont les conditions de production, les cadences parfois infernales imposées aux ouvriers, aux ouvrières. Absolument. Les députés ne sont pas parvenus à un accord sur des critères sociaux pour sanctionner ce volet de la mode express, car bien souvent, ces vêtements sont produits, vous le disiez, dans des conditions de travail déplorables. Selon le ministre Christophe Béchu, qui était au banc lors de l'examen de ce texte, eh bien cette proposition de loi, ce n'est pas le bon réceptacle, c'est ce qu'il a dit, pour lutter contre le dumping social dans l'industrie textile, car ces conditions de travail ne concernent pas que la mode éphémère. Écoutez un extrait de la réponse du ministre de la Transition écologique à l'Assemblée nationale le 14 mars dernier. Nous ne sommes pas en train d'avoir un texte sur l'industrie textile. Nous avons une PPL contre les dérives de l'ultra fast fashion, qui va concerner à l'intérieur du textile une partie qui n'est sans doute malheureusement pas la seule à ne pas être en plein accord avec le respect des droits humains. Une PPL, une proposition de loi, donc ce texte législatif. Le ministre qui a cependant promis un plan pour une meilleure information, encore une fois, des consommateurs avec des critères sociaux dans les 2 prochains mois. C'est ce qu'il a dit en séance. Mais donc la proposition de loi doit maintenant être examinée au Sénat après son adoption par l'Assemblée nationale. Ce sera en juin, a priori. Les députés à l'origine du texte qui se vantent de faire de la France le premier pays au monde à réguler cette industrie de la mode éphémère. Thomas. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces informations. Alors on va consacrer un chapitre important évidemment à cette ultra fast fashion. Peut-être Olivier Dauvert pour commencer, parce que vous avez déjà un peu évoqué tout ça et je vais vous redonner longuement la parole, mais comment ça marche pour nos téléspectateurs qui n'ont jamais rien acheté sur ces sites, Shein ou Temu, je ne sais pas comment on dit, comment ça marche? Comment peuvent-ils produire autant de vêtements et surtout proposer autant de nouveaux vêtements en permanence? Si je fais simple, et évidemment vous serez beaucoup plus complet que moi là-dessus, mais on est passé d'un monde où historiquement on avait 2 collections par an, 4 collections par an, qui étaient souvent rythmées par les saisons d'ailleurs. On s'habillait en fonction de la saison. J'ai ressorti mon col roulé parce qu'il fait 2 degrés ce matin à Paris. Exactement, on est sur de la mi-saison par exemple en ce moment. Bon. Des enseignes comme H&M, comme Zara qui sont arrivées ou qui se sont développées et qui ont été populaires depuis une vingtaine d'années, ont créé cette espèce d'idée que les collections pouvaient se renouveler beaucoup plus vite. Et que donc il y avait un intérêt pour les consommateurs à aller régulièrement dans ces magasins-là parce qu'il y avait du nouveau. Parce qu'en réalité, c'est l'offre qui stimule la demande. Eh bien, cette mécanique économique-là, eh bien, on est en train de la pousser à l'extrême en se disant, si tous les jours, il y a du nouveau sur le site, alors il faut que j'y aille tous les jours. Et là, on sait bien qu'une partie des consommateurs qui sont exposés à une offre finissent par acheter. Et donc, comme ils sont prêts à acheter tous les jours des trucs différents, on leur propose des trucs différents. Et quand vous allez faire un tour en Chine, moi j'y suis allé assez souvent voir les magasins et leurs fournisseurs, vous avez des usines partout de toute façon, donc produire des millions de vêtements différents tous les jours ne présente aucune difficulté pour l'usine Chine. Enfin Chine au sens, le pays, vous l'avez bien compris. Donc il fallait le tuyau pour nous livrer directement des usines jusqu'à chez nous, et donc ça c'est Chine, le site, il manquait juste cette branche-là en fait, et elle est là. Yann Rivola, on va revenir sur ce que vous attendez de la proposition de loi, mais je reste sur le modèle. Pour proposer comme ça, je ne sais pas si c'est des centaines ou des milliers de nouveaux vêtements tous les jours, comment c'est possible? On pille les bonnes idées des autres? Comment font-ils quoi? Alors, le modèle est terrifiant, parce que c'est un modèle d'intelligence artificielle qui n'a aucune éthique et qui n'a aucune limite. Aucune éthique parce que tous les jours, il y a 8000 nouvelles références. Donc 8000 nouvelles références par jour. 8000 par jour, c'est ce que fait à peu près une marque française toute sa vie. Chine fait 8000 nouvelles références. À côté Zara, c'est 500 par semaine. Donc on a un delta qui est énorme. Et je reprends justement le point que vous preniez tout à l'heure sur le décret. Il n'y a pas de problème en fait sur le seuil. Je reviendrai après dessus si vous le souhaitez. Donc je reviens sur ces 8000 nouveaux produits. C'est une intelligence artificielle qui va voler
toutes ces données à tous les sites du monde, aux sites sur Instagram, à toutes ces données qu'on peut avoir sur la production de vêtements qu'on peut avoir, et puis les ordinateurs fabriquent ces nouvelles 8000 références. Là où ils sont aussi terrifiants, c'est qu'ils fabriquent ces vêtements en 3 jours. Donc ils ont une réactivité qui est extraordinaire. Là aussi, ils sont très forts, c'est qu'ils ne font que 100 références par jour. Résultat, ils testent le marché en permanence, et vous le dites très bien, c'est un marché de l'offre, où tous les jours, je mets 8000 références, je vois ce qui marche, et quand ça marche, je peux en fabriquer des milliers, voire des millions. Et pour peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent en quoi c'est de l'intelligence artificielle, en gros, vous allez regarder sur tous les sites les produits qui sont en haut de l'affiche. Ça dit ce qui marche le mieux. Okay. Donc ça donne un message. On va regarder sur Instagram les posts qui engendrent le plus d'engagement. Ça dit ce qui plaît aux gens. Et donc à partir de tout ça, on crée un vêtement qui est dans l'air du temps. Bien sûr, parce qu'on sait dans l'air de la semaine d'ailleurs. Oui, ou dans l'air de la journée. Ouais. Aujourd'hui, ce qui a marché, c'est des petites robes roses avec des points bleus. Eh bien, l'intelligence artificielle, demain, elle vous en produit. Et en fait, cette information-là, elle est totalement publique, puisque les engagements sur Instagram, sur TikTok, l'endroit où le produit est positionné sur les sites de vente en ligne classiques, ça dit leur potentiel commercial. Ouais. Il n'y a personne qui dessine les modèles ou les collections. C'est l'intelligence. Et personne ne fait le patron, c'est l'intelligence artificielle qui fait le patron. Et donc, il n'y a plus personne, en fait. On peut aller sur ChatGPT et écrire un livre. Est-ce qu'il sera bon ? Non. Mais si on a écrit des millions, il va bien y avoir un livre qui va être intéressant. C'est exactement la même chose. 8000 nouvelles références tous les jours. Et résultat, chaque fois qu'un consommateur aime un vêtement, sur les 8000, il y en aura bien quelques centaines qui seront bons et qui feront. Il y a beaucoup d'échecs, évidemment. Mais dans 8000, il y en a forcément qui marchent. Oui, bien sûr. Je comprends mieux le modèle. Chine a sa propre application aussi. Ça, c'était déterminant, puisque c'était l'application la plus téléchargée aux États-Unis. Et chez nous, ça doit être une des plus grosses aussi. Donc, vous avez toutes les datas qui viennent de l'application. Ça, c'est un élément nouveau aussi par rapport à un site de e-commerce classique. Et alors, sur l'impact écologique, vous avez commencé à l'évoquer, mais quand on propose autant de modèles différents, il y a forcément des échecs, il y a forcément de la déperdition, on produit pour jeter. Qu'est-ce qu'on peut dire du modèle écologique de ces marques ? Évidemment, c'est un modèle qui pousse à la consommation, qui produit de façon excessive, et c'est pas dans le sens de la sobriété, ça c'est certain. Le projet de loi essaye de contrer ça. Mais ce qu'il faut voir, et on pourra en débattre avec Yann, c'est que la fast fashion qu'on appelle aujourd'hui ultra fast fashion avec Shein et Temu, la fast fashion c'est assez ancien. Dans les années 90, Zara, H&M sont arrivés et nous avons aussi des enseignes qui pratiquent des petits prix. Donc la question du prix est centrale. Aujourd'hui, on parlait de la consommation de crise, il y a un facteur de 1 à 3 entre le prix de Camaïeu, par exemple, et l'ultra fast fashion. Camaïeu était 3 fois plus cher que l'ultra fast fashion. Donc les prix, c'est un facteur très important dans l'explication de cette crise du milieu de gamme. Le milieu de gamme a perdu de son attractivité. Mais cette loi... Une loi ne peut pas être faite uniquement pour Shein et Temu. Donc la loi, elle doit s'appliquer à tout le monde. Donc là, il y a peut-être un risque et il faut effectivement être prudent. Marques qui sont pas des marques chinoises soient françaises, comme Kiabi, Decathlon, qui sont positionnées sur les petits prix. Comment faire pour qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain ? Intéressant. Votre avis là-dessus, Yann-Henri Riboilan, pardon. Je reprends. Il y a une définition de la mode éphémère dans la loi. Cette définition va donner un seuil à partir du moment où une marque rentre dans la mode éphémère. Ni Kiabi, ni H&M, ni Zara ne produit plus de 1000 références par jour. Donc à partir du moment où on met ce seuil, par exemple, à 1000 références par jour... Ce qui est déjà énorme. On stoppe. Non, mais c'est déjà astronomique. On peut déjà considérer qu'on a poussé la logique de la mode, parce que finalement, la logique de la mode, c'est ça, c'est de nous donner envie de consommer et d'acheter de nouveaux vêtements. Mais là, on l'a poussé tellement à l'extrême que c'est devenu absurde. On sait dans un Zara ou dans un Kiabi qu'il y a une offre qui est en soi extraordinaire. Or, il y a chaque fois moins de 100 références par jour. Donc, dès qu'on est à 8000, on est dans des seuils qui n'ont aucun rapport. Un seuil qui serait à 1000. Un seuil qui est à 1000 va stopper, en effet, ces deux acteurs, Shein et Temu. Mais il y en a 31. Il y a 31 plateformes en Chine qui sont dans cet ordre. Il y a des sites dont on ne parle pas. Il y a aussi des plateformes indiennes comme Myntra aussi qui existent. Donc là, on est désormais face à une vague. Et on peut parce que ce modèle, il marche, on l'a vu, donc il y a forcément d'autres pays qui peuvent s'y mettre aussi. Temu n'existait pas en 2021, il est rentré en 2022, il a dépensé plus de 7 milliards en l'espace d'une année en publicité pour envahir le marché. C'est désormais l'application la plus téléchargée à la fois en France mais aussi aux États-Unis. Donc on
peut soit se laisser faire et se laisser détruire. On commence par la mode et il y aura tous les autres secteurs les uns après les autres. Ou au contraire, comme la mode sait le montrer, créer des seuils pour se protéger, construire une mode durable et équitable. Et par la suite, entre nous, avec IABI et avec tous les acteurs européens, et justement, on saura trouver une mode qui pourra continuer. Est-ce que les pouvoirs publics vont répondre à ce défi on va l'aborder avec vous, Mathieu, mais je vous propose, il y a une citation, parce que des magasins de vente d'habillement qui ferment, c'est pas nouveau, déclaration qui date de 2018 quand même, lors de la fermeture de 90 magasins Brice, Jules et Bisbee, suppression près de 466 emplois pour être précis. Muriel Pénicaud, qui est à l'époque ministre du Travail, dit « On ne peut pas garder les métiers du passé ». Et elle dit encore, ou garder la bougie quand l'électricité arrive. Bref, Mathieu, on est dans ce que vous allez nous démontrer, les pouvoirs publics pas vraiment décidés à aider, sinon à sauver ce secteur. Oui, c'est assez frappant de voir au fond se dessiner une forme de 2 poids, 2 mesures au fil du temps. Je vous donne un exemple tout bête. La semaine dernière, le ministre de l'Industrie faisait les gros yeux à l'idée de voir passer sous pavillon étranger les fabricants de médicaments génériques Biogarant. Oui. Alors là, c'est pas question. Et en revanche, là, on était dans la très grande tradition interventionniste, je vais dire, de l'État. Ouais. Mais en revanche, on le voit beaucoup moins, le ministre et même les pouvoirs publics en général, se mobiliser pour éviter que ne s'effondre la filière d'habillement. Et on a donné les chiffres tout à l'heure. C'est quand même spectaculaire. Alors, il faut dire quand même qu'il y a des dispositifs d'accompagnement classiques, comme dans tous les cas de licenciement collectif, de restructuration. Mais il n'y a pas de plan massif de sauvetage de la filière ou de reconversion comme en France on a connu, où vous y faisiez allusion, au moment de la crise de l'industrie textile cette fois-ci. Pas de la filière de commerce d'habillement, mais de l'industrie textile des années 70 aux années 90. Alors, il faut expliquer. Pourquoi ? Alors, il y a d'abord une évidence qu'il faut rappeler. D'abord, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors, l'heure est aux économies et non aux dépenses. On l'a dit 25 fois, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Et le reste, ou le peu d'argent qui reste, est destiné à d'autres priorités comme la réindustrialisation plutôt que le commerce par les pouvoirs publics. En particulier lorsque ces commerces vendent des produits qui sont souvent d'importation et souvent chinoises aussi, il faut le dire. Ensuite, on peut dire quand même que la crise de l'habillement, elle ne date pas d'hier. Donc là, oui, il y a eu un problème d'argent dans les caisses, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, le problème. Mais pour les pouvoirs publics, si j'ose m'exprimer ainsi, d'une certaine façon, la messe est dite. Et c'est un peu ce que disait Muriel Pénicaud, qui, moi, me fait penser à une autre phrase qui avait été pronosée par, vous vous souvenez, un certain Lionel Jospin, Premier ministre, au moment où Michelin annonçait qu'on allait supprimer des emplois. Qu'est-ce qu'il disait, Lionel Jospin ? Il ne faut pas tout attendre de l'État. Voilà, ce n'est pas par la loi, les textes qu'on règle l'économie. Tout le monde admet le marché. Alors, il y a cette tentative de proposition de loi dont on a parlé, mais il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'elle émane des députés, qu'elle émane pas du gouvernement. Mais en gros, l'État ne parviendra pas à résoudre une équation économique qui mêle à la fois l'impact de la mondialisation, un virage d'innovation qui n'aurait pas été pris, un changement de consommation. Il y a l'idée que pour les pouvoirs publics, c'est pas leur affaire de gérer ça. Et puis, on peut le dire quand même, il y a parfois quand même quelques exceptions, mais les conditions semblent pas réunies. D'abord, j'en parlais tout à l'heure à propos des médicaments, il y a des exceptions pour les secteurs dits stratégiques. Mais visiblement, l'habillement n'est pas considéré comme un secteur stratégique par les pouvoirs publics. L'autre exception, elle est plus circonstancielle, celle-là, elle est liée à la capacité de mobilisation des salariés. Et par exemple, quand ils sont décidés à se faire entendre. Mais à la différence d'autres secteurs très syndiqués, qui sont capables d'aligner des bataillons, parce qu'ils sont très habitués aux luttes sociales, la filière habillement, elle est à la fois très éclatée entre différentes enseignes, très éclatée géographiquement, et puis elle va pas vous mettre 15 000 personnes dans la rue pour manifester, ou des hommes, des femmes, pour leurs emplois. Pour conclure, vous diriez que c'est une erreur ? Pour les hommes et les femmes qui travaillent, bien évidemment, mais pour les centres-villes concernés aussi, à mes yeux, parce qu'on voit des boutiques mettre les clés sous la porte, et quand une ville est devenue fantôme, il est généralement trop tard, il faut le rappeler, pour changer la donne. Merci Mathieu. Je vous propose, bien sûr, la mobilisation, la capacité de mobilisation sociale. Je vous propose une réaction à un représentant syndical de FO Force Ouvrière. Il travaille chez Minelli, la marque Minelli, qui a dû fermer près des 2/3 de ses 120 magasins en France. On l'écoute. Pour le moment, je pense qu'on est tellement abasourdi qu'on n'a pas encore pensé à l'avenir, mais qui va être dur pour certains parce que ils ont dépassé la cinquantaine. Retrouver du travail quand on est vendeur, la cinquantaine, c'est un petit peu compliqué. Comment on voit l'avenir ?
dans la vente sombre, parce qu'on voit de plus en plus de marques qui ferment. À titre personnel, certains le voient bien parce qu'ils ont des projets. D'autres, ils ont des obligations, une famille, un crédit immobilier ou autre. Je pense que c'est compliqué. Alors, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la capacité de mobilisation, on y vient tout de suite. Il y a aussi, est-ce que c'est un secteur stratégique ou pas? Et je vous donnerai la parole dans un instant. Sur la capacité de mobilisation, Gildas Mainviel, Mathieu l'a un peu évoqué. Par définition, on parle de magasins éclatés. Il y a 3-4 personnes par magasin. Enfin, c'est plus difficile de mobiliser dans un secteur. Oui, c'est vrai, c'est très éclaté. Il y a une multitude d'acteurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Il y a une surabondance de l'offre par rapport à la demande. Et une capacité de mobilisation, et en effet, qui n'est pas la même que le secteur agricole, par exemple, qui peut jouer, c'est sûr. Mais ça, c'est historique, parce que ce n'était pas forcément le cas quand il y avait encore des usines textiles en France. Là, il y avait une capacité de mobilisation. Là, effectivement, il y a eu la crise du textile industriel, avec les délocalisations, la perte d'emplois. Il y avait près d'1 million de salariés dans l'industrie textile-habillement à la fin des années 70. Il y en a moins de 100 000 aujourd'hui. Le commerce est plus éclaté, mais c'est quand même très important. Il y a une tertiarisation de l'économie. Il y a à peu près 200 000 personnes qui travaillent dans le commerce d'habillement. Quand Camaïeu a fermé, ça a été un choc très important. Oui, mais Camaïeu, c'est 93% de femmes licenciées. Est-ce que ça veut dire qu'elles se mobilisent moins ou moins radicalement que les hommes? Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un élément de l'explication ou pas? Alors, si toutes les vendeuses avaient en effet des tracteurs, je crois que les 37 000 emplois auraient donné des résultats différents. On a des femmes qui travaillent 24 heures, qui sont éparpillées, qui sont dans toutes les villes françaises. Donc la capacité de mobilisation est impossible. On a aussi des sociétés, on l'a vu par exemple sur Camaïeu, avec des mauvais gestionnaires, et je prends un mot léger en fait pour prendre ça, mais c'était la même chose pour Minelli, ça a été la même chose pour Habitat. Donc il y a eu des erreurs de gestion. Des graves erreurs de gestion, à minima. Les choses sont je pense que c'est les tribunaux justement qui donneront les résultats en fait à terme. Donc on est à un secteur qui est en souffrance, on a des personnes qui souffrent à travers tous les vendeurs et les vendeuses qui ont perdu leur emploi, et c'est la même chose pour tous les clients. Parce que je le prends aussi Camaïeu, quand Camaïeu a fermé, là aussi c'était un désespoir pour toutes les personnes qui allaient tous les jours dans ces boutiques et qui allaient vers leurs amis, qui avaient leurs voisines, et en fait, et qui donnaient ces emplois. Alors, le côté stratégique, secteur stratégique ou pas? Vous vouliez prendre la parole là-dessus, Olivier? Moi, je ne veux pas défendre le gouvernement, je ne suis pas l'avocat de Bercy, mais je vous trouve dur quand vous dites, manifestement, l'industrie textile ou le textile n'est pas un secteur stratégique à la différence d'autres. Mais ça s'explique. Il n'y a plus d'industrie textile, ou quasiment en France. Donc le gouvernement cherche à défendre de la production. Le textile aujourd'hui, c'est que de la commercialisation. Et donc en fait, et qui vient de loin. Donc s'il y a de l'argent à dépenser, il faut le dépenser. Là où il y a encore de la production, je veux dire, ça s'entend totalement que oui, le textile n'est pas considéré comme stratégique. Je ne dis pas que j'ai raison. Je décode juste pourquoi il ne l'est pas et pourquoi on peut comprendre qu'il ne le soit plus, comparé à Biogarant, où là l'enjeu c'est de continuer notamment à produire des médicaments en France. Ça change tout. Oui, effectivement. Mais il y a encore du Made in France. Il y a encore des marques qui jouent là-dessus. Monsieur parler, mais ça ne fera pas plaisir aux 100 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du textile et de l'habillement, ce qui vient d'être dit. Bien sûr qu'il y a un secteur textile qui est important en France, ne serait-ce que tous les façonniers de la région du Choletais, par exemple, qui travaillent pour les marques de luxe, qui s'exportent. Donc le Made in France, c'est très important. C'est 3% des volumes consommés, ça peut paraître peu, mais si vous pensez que les prix moyens du Made in France sont plus importants, en valeur, c'est plus que 3%. Et puis le Made in France, on pense à la consommation de Made in France, mais on oublie l'exportation. Le Made in France qui part vers l'exportation, la French Touch, comme on pourrait dire, mais elle est très importante du tout. Non, c'est pas que vous avez le tiers des exportations françaises d'habillement, c'est du luxe. Donc le tiers, c'est très important, mais vous voyez que le tiers, c'est pas la totalité. Donc il y a encore un secteur textile important qui a connu des fragilités, bien sûr, et qui a décliné. Là, on est tous d'accord pour dire que le commerce aujourd'hui, c'est plus important que l'industrie, mais ça c'est toute l'économie qui est comme ça. Non, pas tout, l'alimentation non, par exemple. L'industrie représente 12% du PIB en France, donc ça représentait beaucoup plus il y a plusieurs années. Mais Yann Rivoalan, ce Made in France, il est vraiment fabriqué en France ? Parce qu'il y a on va parler des labels, etc. Mais il est assemblé en France, il est fabriqué en France. Ça doit dépendre des marques, j'imagine. Non, mais il est clairement fabriqué en France en immense majorité. J'ai visité
des dizaines, voire des centaines d'usines. Et en effet, on voit tous ces travailleurs qui font, par exemple, aussi de très belles marques de luxe, mais qui fabriquent aussi, par exemple, pour Puma. Là, je reviens à Marseille. On a une usine à côté du stade qui fabrique des collections spéciales aussi. C'est forcément un marché de niche, le fabriqué en France, sur le textile, sur l'habillement? Alors, à 3%, c'est nécessairement un marché. Oui, mais alors, je ne me suis pas bien exprimé. Enfin... Vous nous dites que ce n'est pas forcément du luxe, mais les consommateurs là, qui nous regardent, qui vont acheter du Made in France, c'est quand même un engagement d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Un pull marin, c'est pas forcément du luxe. Surtout qu'on est dans je sais pas, je pose la question. On est dans un moment pivot, c'est-à-dire le coût du travail est important en France versus les autres pays. On peut fabriquer en Europe de façon moins chère, par exemple au Portugal. Donc on a un Made in Europe qui est beaucoup plus important. Et surtout, l'industrialisation va aussi avec la robotisation. La robotisation était impossible dans la mode pendant des années parce qu'on ne pouvait faire que des pullovers, pour faire simple, et des chaussettes. Désormais, avec les nouveaux robots, on va être capable de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc, en investissant, et c'est pour ça que je fais un appel au pouvoir public, qui sont en train de changer de perspective. Parce que ça a été délaissé pendant des années. Ça a été délaissé pendant les années 70 et 80, parce que la France devait devenir un pays de service. Donc on devait arrêter l'industrie. Désormais, ça a été délaissé parce que le commerce était agile. Et comme il était agile, on pouvait laisser des boutiques fermées pour d'autres qui allaient ouvrir. Et puis l'e-commerce se mettait en place. Ça se voyait pas trop dans les centres-villes, sauf que maintenant, pas très grave. Mathieu, ça commence à se... Là, on voit une concurrence qui est inadmissible. Et surtout, une capacité de se réindustrialiser de façon différente, à la fois avec l'intelligence artificielle, où nous, on peut le faire de qualité, et en plus, avec la robotisation, on va pouvoir refabriquer non seulement en France, mais aussi en Europe. Et si on arrive ce sera du Made in France, mais avec pas beaucoup d'emplois derrière. Ah, ça sera au contraire des emplois de très grande qualité. Oui, mais pas nombreux en masse, puisqu'il y aura beaucoup de robots. Alors, je reprends. On veut tenir les prix. Hein, En fait, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire là où l'intelligence artificielle et les robots peuvent permettre d'aller plus loin, c'est l'exemple, c'est Uber. C'est grâce aux robots qu'on a dans nos téléphones à pouvoir se diriger n'importe où qu'on a pu avoir 20 000 emplois supplémentaires avec Uber. Parce qu'on a pu prendre plein de personnes qui ne savaient pas avant conduire pour pouvoir nous déplacer à Paris ou ailleurs. Ça sera la même chose dans la mode. C'est compliqué d'avoir des patronnaires, c'est compliqué d'avoir des couturières. À partir du moment où on a des robots, on a des emplois de très grande qualité pour pouvoir les fabriquer et les conduire. Et on aura cette capacité de pouvoir fabriquer plus en France. Un mot de conclusion, Olivier Dauvert, cette loi-là, anti-fast fashion chinoise, vous pensez qu'elle pourra aboutir, ou alors c'est trop spécifique, même si le ministre disait mais non, c'est pas une loi anti-Chine? Elle a possiblement deux défauts. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est difficile de cibler des acteurs économiques en particulier. D'abord, on peut se demander s'il y a une forme de morale politique derrière, à dire on fait des lois contre quelqu'un en particulier. Et puis la deuxième chose qui me paraît plus importante, c'est que c'est très difficile de faire des lois sur le commerce, c'est-à-dire sur l'économie à l'échelle d'un pays, sur un continent où il y a la libre circulation des biens, des personnes, donc, et des marchandises, de fait. Et donc, c'est toute la difficulté de ça. On a à un moment donné imaginé qu'on allait taxer chaque article vendu sur Chine de quelques euros. Ben, ça aurait fait quoi? Qu'on aurait eu des gens qui commandaient via des plateformes en Belgique ou en Allemagne et qui allaient se faire livrer comme ça par ricochet en économisant la taxe, mais en laissant 2 ou 3 euros de commission à ces nouveaux intermédiaires. Donc, en fait, le sujet de se protéger n'a de sens qu'à l'échelle du continent. Et c'est toute la difficulté politique dans laquelle sont les hommes politiques, les hommes et femmes politiques. C'est ça. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Notez que Agnès Firmin-Lebaudot, députée Horizon de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur la fin de vie, sera l'invitée de la matinale de Public Sénat demain à 8h. Belle soirée.